colonisation française a, à mon avis, une grande responsabilité, non pas dans le pillage de l'Afrique qui n'a pas eu lieu, non pas dans l'exploitation de l'Afrique qui n'a pas eu lieu, mais une grande responsabilité dans l'inversion des rapports de force. Tout cela encore au nom de la démocratie universelle. L'on ne parlait pas de droits de l'homme à l'époque. L'on ne parlait pas d'ingérence humanitaire, mais c'était la même chose. Je vais vous prendre un exemple très simple. La pénétration française en Afrique de l'Ouest va se faire par les fleuves. Sénégal, Niger. C'est une pénétration qui va se faire ouest-est, en direction du lac Tchad. Certes, quelques pénétrantes vont se produire depuis le littoral, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui fait que la colonisation française, en partant de l'Atlantique en direction du lac Tchad, va casser l'un après l'autre les grands empires du monde sahélien. Ah, certes, ce sont des empires musulmans, nous sommes tout à fait d'accord. Mais en cassant ces grands empires, l'empire d'El Hadj Omar, l'empire d'Amadou, ensuite l'empire de Samori, la colonisation va mettre au pouvoir des ethnies qui étaient des ethnies vaincues. C'est-à-dire que la longue durée, le développement autonome qu'avaient ces zones africaines va être bouleversé par la colonisation. Et nous allons favoriser les populations sudistes qui étaient des populations qui subissaient l'expansion de ces populations du Sahel. Or, le phénomène est fondamental. Et c'est la question de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la question de la Côte d'Ivoire qui est là. C'est-à-dire que Houphouët-Boigny a maintenu la trajectoire coloniale, et après Houphouët-Boigny, eh bien, c'est la longue durée africaine qui a repris le dessus, c'est-à-dire la poussée des peuples dynamiques, des peuples guerriers du Nord, aux dépens des peuples du Sud, qui étaient les vaincus de l'histoire africaine. Les vaincus de l'histoire africaine durant deux grandes périodes de l'histoire africaine. Avant l'arrivée des Blancs et 3 siècles plus tard avec la colonisation. Quand les Portugais arrivent sur le littoral de l'Afrique de l'Ouest, les peuples du littoral sont en phase de domination. Ils sont subjugués par les populations du Nord. Et les Portugais, puis les Hollandais, installent des comptoirs sur le littoral, et le pôle politique, économique et culturel qui jusque-là était le Sahel bascule vers l'océan Atlantique. Fin du XVIIIe, début du XIXe, les Européens abandonnent leur comptoir. Le Sahel reprend sa poussée traditionnelle. Et dans les années 1890-1895, la colonisation va affaiblir la renaissance sahélienne et va favoriser à nouveau les populations côtières. Populations côtières qui aujourd'hui, avec la colonisation qui s'est terminée, voient la poussée nordiste qui reprend le dessus. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe au Nigeria. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont très très ressemblants, à la fois par le quadrilatère et par les divisions internes. Alors donc la colonisation va avoir des conséquences. Bilan de la colonisation, conséquence, oui, les rapports de force internes à l'Afrique ont été bouleversés. Autre conséquence, la démocratie. Alors, l'on me dit toujours, oui, mais vous êtes contre, je ne suis pas un fanatique de la démocratie. Certes, grande sympathie pour la République romaine ou pour la démocratie grecque. Mais en dehors de cela, bon, c'est pas tellement ma tasse de thé. Mais ceci étant, je ne dirais pas que l'Afrique n'est pas un continent démocratique. Non. L'Afrique est un continent, je dirais même, éminemment démocratique. Vous savez, comment se fait l'administration traditionnelle en Afrique?
eh bien, il y a cette institution qui est une institution tout à fait remarquable, qui a été minorée par les bons esprits, c'est la palabre. Moi, je mets la palabre avec un grand P, parce que qu'est-ce que la palabre? La palabre, c'est le chef, qui réunit ceux qui ont droit à la parole. Donc l'étranger n'a pas droit à la parole. Celui qui ne s'est pas reproduit n'a pas droit à la parole. D'abord, s'ils ne sont pas reproduits, c'est qu'ils trahissent les ancêtres et ils n'ont pas foi dans l'avenir. Donc pourquoi parler? Et le chef n'humilie personne. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Et le chef... Et à la fin, quand tout le monde a bien parlé, eh le chef décide. Et c'est normal. Ça, c'est la démocratie de groupe. Tandis que nous avons imposé quoi? La démocratie individuelle. One man, one vote. La mathématique, l'ethno-mathématique. La règle à calculer. Et moi, j'ai annoncé les résultats des élections en Côte d'Ivoire à 2% près. À 2% près. Et partout en Afrique. Partout en Afrique. La démocratie, c'est l'ethno-mathématique. Il suffit de savoir quels sont les alliances. Avec Gbagbo, il n'y a pas que les Krou. Il y a les lagunaires, sa femme est tabourée, donc alliance des Akans du Sud qu'on appelle les lagunaires, vous additionnez, et vous avez le résultat, à 3-4% près. Donc cette démocratie individualiste que nous avons plaquée sur l'Afrique est mortifère. Elle est mortifère, parce que tous les pays d'Afrique, à 2-3 exceptions près, le Lesotho, le Botswana, qui sont monoethniques, connaissent ce genre de problème. Et nous avons donné le pouvoir à qui? À ceux dont la seule vertu est d'avoir eu les femmes les plus fécondes, les plus nombreux. Tandis que, par exemple, les peuples pasteurs, les peuples de la vache et de la lance, par opposition aux peuples de la houe, les peuples pasteurs ont toujours pratiqué le contrôle des naissances. Pourquoi? Parce que le pasteur voit très bien que s'il y a trop de vaches sur un pâturage, tout le troupeau va crever. Donc le pasteur va aligner, dans la société traditionnelle, plus maintenant, va aligner le croît de son bétail sur les possibilités des hivernages, et il va lui-même aligner le croît de sa population sur les possibilités, puisqu'il se nourrit du sang, du lait et des divers produits du bétail. La mentalité est totalement différente chez les agriculteurs. L'agriculteur, lui, se heurte à une nature qu'il doit défricher. Donc il lui faut des bras. Plus il y a de bras, plus on défriche, plus on défriche, plus on produit, plus on a de gros greniers, et plus on a de gros greniers, et plus on a des villages importants. Donc deux mentalités complètement différentes. Ce qui fait que dans toute l'histoire de l'Afrique, les populations pastorales et guerrières qui avaient intégré la notion de minorité se trouvent être des vaincus pour l'éternité avec la démocratie individualiste du one man, one vote. Ce qui était pour eux l'élément de survie et leur élément de domination dans la vie traditionnelle se trouve être un handicap terrible dans la lapinade qui se produit aujourd'hui en Afrique. Et la démocratie, alors là c'est l'affaire du Rwanda. L'affaire du Rwanda, c'est typiquement cela, l'affaire du Rwanda. Les 15% de Tutsis qui avaient créé le Rwanda étaient bien entendu certains de perdre toutes les élections face aux 85% de Hutus. Même si les Hutus étaient divisés en deux, même s'ils étaient divisés en trois. Ce qui fait qu'il y avait deux solutions. Soit ils devenaient esclaves de leurs anciens esclaves, soit ils reprenaient le pouvoir par les armes, ce qu'ils ont fait. Alors, voyez ces éléments qui sont très contradictoires dans cette démocratie. C'est pour ça que le bilan de la colonisation, oui, je ne dis pas que le bilan de la colonisation est tout rose en Afrique, pas du tout. Mais la critique que nous pouvons faire à la colonisation, ce n'est pas la critique que fait la gauche. C'est une critique ethno-différentialiste. C'est une critique profondément inégalitaire. Et l'Afrique continuera à aller dans le mur à cause de ce refus de prise en compte des communautés. Car nous sommes des individualistes. Oh, nous ne l'avons pas toujours été. Nous sommes devenus individualistes contre nos sentiments profonds. L'Europe a connu des révolutions successives qui ont fait que les corps intermédiaires ont disparu. Il y a eu la réforme, qui était le premier élément
Premier élément de diversion. Qu'après, il y a eu toutes les révolutions du XVIIIe siècle. Et puis, il y a eu la Révolution française, les révolutions de 1848. Résultat, l'homme européen, qui était membre d'une communauté, est maintenant un individu. Nous sommes véritablement dans la grande définition démocratique. L'individu, mais l'individu qui, tous les 3 ou 4 ans, met un bout de papier dans l'urne et sort de là, comment dirais-je, une opinion commune. Mais l'Afrique, c'est pas ça du tout. L'Afrique, c'est pas cela. L'Afrique sont des communautés enracinées. Les ancêtres sont en présent, les esprits des ancêtres sont là, le culte des ancêtres, tout Africain bien né est capable de vous donner sa généalogie sur 6, 7, 8, 10 générations. Vous savez, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous seraient capables de nous donner les prénoms de ses arrière-grands-parents. C'est la grande différence avec l'Afrique. Parce que les ancêtres sont avec nous. Il n'y a pas de rupture. Et il est bien évident que notre démocratie universaliste et individualiste, plaquée sur ce corps social communautaire, ne peut produire que des catastrophes. Et cela ne pouvait que se produire, puisque la colonisation française était la fille des Lumières, la fille de l'universalisme républicain, la fille de Jean-Jacques Rousseau, la fille des révolutionnaires de 1789. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que notre famille de pensée l'a totalement oublié, cela. L'a totalement oublié. Nous avons tellement été pris dans des combats de défense. Nous nous sommes tellement battus sur des lignes qui reculaient. Commencé depuis l'Indochine, on a reculé. Ce qui fait que nous avons tellement été pris dans ce système que nous n'avons pas fait la réflexion. Maintenant, ça fait 50 ans.